Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce 8e épisode du podcast Paroles contre l'antisémitisme, podcast que vous pouvez écouter sur les plateformes Apple, Deezer et Spotify, et également sur le DAB+ de Radio RCJ en numérique, sur le site, dans la rubrique RCJ Studio et dans les dossiers spéciaux de la rédaction. Un podcast aux valeurs universalistes, un podcast laïque, républicain et antiraciste. Un podcast qui ne devrait pas exister. Si le courage de son combat se mesurait en centimètres, Fadila Maharouchi serait une géante parmi les hommes. Je vous parle souvent d'elle, au pluriel, et si vous me suivez sur mon Instagram, je vous ai déjà parlé d'elle, au singulier. Fadila Maharouchi est bien plus qu'une simple anthropologue. Elle incarne la quintessence de la détermination. Fondatrice de l'Observatoire des fondamentalismes à Bruxelles, elle s'est engagée dans une lutte acharnée contre les extrémismes religieux, bravant les dangers qui hantent les zones d'ombre de notre société contemporaine, aux échos pourtant moyenâgeux. Son parcours est marqué par des actes de bravoure indéniables. Mais en est-elle elle-même consciente ? Infiltrant les milieux islamistes, elle a arpenté les sentiers périlleux où se nichent les idéologies les plus radicales, révélant au grand jour les mécanismes de manipulation et de domination qui s'y dissimulent. Mais le prix de son engagement est élevé. Fadila Maharouchi est aujourd'hui boycottée par les médias belges, condamnée à l'isolement médiatique pour oser porter la lumière là où règnent les ténèbres idéologiques. Malgré les menaces de mort qui planent sur elle, elle demeure inflexible dans sa lutte pour la liberté de pensée et d'expression. À travers ses initiatives telles que les cafés laïques qu'elle a fondés en France et en Belgique, elle offre un espace de dialogue et de résistance face à l'obscurantisme. C'est lors de l'un de ces précieux moments de rencontre que j'ai croisé son regard, empreint d'une détermination farouche. À cet instant, mais en réalité je le savais déjà lorsque j'ai partagé avec ma communauté une de ses interviews sur mon Instagram, j'ai su plus que jamais que sa voix méritait d'être portée, que son combat devait résonner au-delà des limites de l'ombre où il s'inscrit. Fadila Maharouchi incarne l'héroïsme discret de ceux qui luttent pour la lumière, sacrifiant leur tranquillité d'esprit et parfois même leur sécurité pour défendre les valeurs fondamentales de notre République. Elle est le phare qui guide nos consciences dans les eaux troubles de notre époque, rappelant que la liberté est un bien précieux, toujours à préserver, toujours à défendre. Elle est un pilier de la résistance contre ces obscurantismes, une sentinelle vigilante dans le tumulte des temps modernes. Son combat incarne la quête infatigable de la vérité et de la justice, rappelant à chacun d'entre nous que la liberté est un droit inaliénable, une valeur sacrée qu'il nous incombe à chacun de protéger. En lui donnant la parole, nous ouvrons une fenêtre sur un monde où le courage et la détermination triomphent de l'ignorance et du mensonge, où la lumière chasse les ombres de l'ignorance. Alors ma première question, Fadila Maharouchi, est-ce que vous êtes consciente de votre courage ? Alors, tout d'abord, merci de votre invitation. Merci pour ce moment. D'abord, je dis toujours que je ne sais pas si c'est vraiment du courage ou c'est juste une prise de conscience en fait qui m'a été donnée à travers mes expériences tout au long de ma vie. Ce qui est certain, c'est que je sais qu'il y a eu une grande période de ma vie où j'ai fait partie de la Oumma, de la communauté musulmane, où j'ai vu ces pressions, je les ai senties, je les ai vécues. Et pour moi, vivre dans une schizophrénie, parce que c'est vraiment de ça dont il s'agit, être éduqué dans une schizophrénie entre deux mondes qui sont complètement opposés, est beaucoup plus dur en fait. C'est une violence extrême pour une personne. Le fait d'en être sorti et de pouvoir enfin dire ce que je veux dire d'une manière libre, pouvoir m'exprimer, pouvoir respirer librement, ne pas être surveillé constamment, etc. Tout ça finalement m'a libéré de pas mal de choses, pas mal de mots. Et je n'ai pas envie que l'obscurantisme nous rattrape et me rattrape. Et je sais que cette liberté, elle est précieuse, mais elle est aussi mise en danger en ce moment au sein de nos pays, de nos différents pays, ici en France et en Belgique. Alors la réponse à ma question, ce serait oui, puisque vous êtes courageuse, puisque quelqu'un de courageux, c'est quelqu'un qui a conscience du danger. Quelqu'un qui n'a pas conscience du danger et qui n'a pas conscience des conséquences de ses engagements, de ses actes,
ne peut pas être courageux. Il fait les choses de façon inconsciente. J'aimerais revenir à votre vie un peu et votre parcours, celui dont vous avez parlé un petit peu pour que les personnes, parce qu'on ne vous connaît pas très bien en France, un peu pour dresser le contexte, le cadre de votre éducation. Vous venez d'une famille marocaine, d'origine marocaine, avec plusieurs enfants, donc vous avez grandi dans ce milieu dans lequel vous vous êtes senti enfermé de plus en plus, à Bruxelles. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement la résonance de votre enfance et de votre éducation sur votre combat aujourd'hui, en nous expliquant quelle a été votre éducation? Alors moi, je suis issue d'une famille d'origine marocaine de 3e génération. Donc, c'est-à-dire que ce sont mes grands-parents qui sont venus en premier s'installer en Belgique, en premier lieu. Et au départ, mes parents étaient complètement, on va dire, vivaient occidentalement. C'est-à-dire que les premières générations qui sont arrivées réellement en Belgique étaient complètement, on va dire, pas intégrées, mais en tout cas, vivaient localement, ne portaient pas, et vous voyez pas beaucoup de voiles, etc. Mes parents étaient par exemple en pas de def. Vraiment, dans les années 70, tout ça était à la mode avec la musique de l'époque, etc. Et c'est vraiment dans les années 80, en fait, où moi, je vais commencer à sentir cette pression de mes camarades au départ, de mes camarades de classe et des gens du quartier que je connaissais. Et où là, on me rappelait de plus en plus, au fur et à mesure que je grandissais, on me rappelait cette injonction qu'il fallait que je porte le voile en tant que femme, etc. Ce qui n'était pas imposé au sein de ma famille, je dois dire. Disons que dans ma famille, les choses ont commencé à changer, surtout avec mes frères qui sont plus jeunes que moi, puisque je suis l'aîné de 8 enfants. Et mes frères qui ont été influencés par d'autres jeunes du quartier. Ils traînaient beaucoup ensemble, etc. Et donc, eux ont commencé à avoir une vision beaucoup plus rigoriste et beaucoup plus fermée par rapport à la société, par rapport aux autres. Et puis, mes camarades de classe, étant jeunes, je voyais quand même certains qui nous disaient, qui donnaient des injonctions. Quand il y avait par exemple, un petit exemple, hein, c'était dans les années 80, donc là je parle, la photo de classe, on nous demandait de détourner notre tête parce que c'était interdit, c'était haram d'être pris en photo. Ah oui. Donc, vous voyez, c'était déjà très tôt. Et quand on nous demandait? Ce sont mes camarades de classe. La plupart, en fait, la majorité suivaient des cours islamiques dans les mosquées qui avaient une influence venant de l'Arabie Saoudite et puis voilà, des frères musulmans, du wahhabisme, des frères musulmans, etc. Et donc, moi, ça se ressentait très fortement. Il y avait les prêches du vendredi qui étaient aussi très, très prenants, où les hommes allaient prier. Et on parlait constamment, en fait, de la position, de la posture de la femme, comment elle doit être, comment une bonne musulmane doit être, etc. Et ça, c'était, pardon, je fais juste une parenthèse, oui, mais vous étiez en Belgique, dans le quartier de Molenbeek, si je ne C'est juste à côté de Molenbeek. En fait, Bruxelles est petit, donc il y a 19 communes, donc mairies. Vous avez Molenbeek. Moi, la commune où j'habitais, c'était juste à côté. En réalité, on passe très vite d'une commune à une autre. Et là, moi, j'habitais justement à peut-être même pas 500, 700 mètres de Molenbeek. Et on se connaissait tous. Donc, il n'y a pas réellement de frontières comme ici. On peut passer vraiment d'une frontière à une autre. Et vous étiez mélangé avec des personnes vraiment purement d'origine des Belges, ou vous étiez dans une forme de ghetto et vous étiez entre franco-marocains, ou comment en fait, à Bruxelles, il n'y avait pas réellement de ghetto. C'était pas ghettoisé. C'est pas comme ici où vous avez la périphérie, etc. Nous, Bruxelles, en fait, tout le monde se côtoie. Évidemment, il y a des quartiers beaucoup plus riches et d'autres moins. Mais disons que là où moi j'ai grandi, il y avait des Belgo-Belges, il y avait des Italiens, des Espagnols, puisque j'étais pas loin de la gare du Midi, hein, vous voyez, là où le Thalys descend, ou monte plutôt. Et là, en fait, tout le monde se côtoyait. Il y avait même un triangle qu'on appelait, c'était le triangle quartier juif, où on vendait des vêtements. Enfin, c'était les grossistes, ils vendaient les vêtements, etc. Tout ça, au fur et à mesure, et surtout dans les années 90, on va voir progressivement que la communauté juive a commencé à partir. Soit ira habiter à Anvers, soit va plutôt aller en Israël. Parce que, évidemment, surtout dans les années 90, après ça, il y a la guerre en Irak, etc. Et donc, les États-Unis et la communauté juive va être fortement attaquée. Et donc, les Juifs se sentiront de plus en plus menacés. Et déjà, à cette époque-là, dans les années 90, on voyait les jeunes Juifs, les enfants Juifs, aller dans des écoles juives avec des militaires qui gardaient, on va dire, les écoles. Donc, on voyait bien que déjà, ça, c'était quelque chose qui existait. On n'en parlait pas.
Moi, c'est en étant adulte que j'ai été choquée de voir ça. Je me suis dit, mais comment est-ce qu'on peut accepter, comment est-ce qu'à l'heure actuelle, dans les années 2000, on peut accepter dans nos sociétés démocratiques de voir des écoles juives où c'est tout à fait normal, c'est pris comme étant normal que des juifs doivent être protégés. C'est pas le fait qu'ils soient protégés, c'est le fait qu'on doive les protéger de quelque chose. Donc c'est d'une menace. Et d'une menace qui est vraiment existante, parce que moi, l'antisémitisme, j'ai grandi avec, je l'ai vu autour de moi. L'insulte suprême, c'est sale juif, etc. Et donc, j'ai appris comme ça l'existence d'une communauté juive, l'existence d'abord de la religion juive, etc. Au sein de ma famille, je dois dire qu'on était, mes grands-parents n'étaient pas du tout antisémites. Au contraire, on m'a plutôt inculqué l'ouverture vers les autres. C'est eux qui m'ont expliqué qu'il y avait une communauté juive qui existait et qu'il ne fallait pas utiliser ces termes sale juif, etc. Et qu'il ne fallait surtout pas rentrer là-dedans. Mais par contre, je remarque que dans le quartier, et au fur et à mesure que je grandis, que l'antisémitisme est très présent. Mes frères eux-mêmes commencent à tenir des propos à la préadolescence et à l'adolescence sous influence des propos antisémites, et ils disaient souvent arrêtez de regarder ces chaînes juives, vous allez finir par devenir juif, etc. Moi, j'écoutais Judaïka FM, la musique de Judaïka FM, parce que j'aimais bien. Oui, mais parce que nous avons grandi, mes parents on a connu Enrico Macias, mon père écoutait Raymonde, vous voyez, c'est une grande chanteuse marocaine. Et donc, pour moi, c'était quelque chose de naturel. On ne se posait même pas la question n'était pas de savoir s'ils étaient juifs. On aimait la musique, tout simplement. Ça rappelle tout ce que vous évoquez, l'époque de la Goulette, par exemple, en Tunisie, où toutes les communautés vivaient ensemble de façon proche et il y avait une interaction entre toutes ces communautés. Oui, tout à fait. Et puis, ce qui est venu entacher tout ça, c'est vraiment la radicalisation, la frérisation, on va dire, des esprits des gens, la radicalisation des esprits des jeunes. Et donc, on se retrouve maintenant avec la 3e, 4e, 5e génération de personnes qui sont complètement frérisées, qui ont des discours évidemment antisémites, qui ont des discours racistes, qui ont des discours suprémacistes. En fait, il y a vraiment un suprémacisme au sein de la communauté musulmane actuelle. Et c'est ce qui pose problème. Et on a laissé tellement passer avec le temps toutes ces dérives que maintenant, au bout de 40 ans, on est de moins en moins à avoir cette voie vraiment d'ouverture et comment je dirais, qui ne sommes pas du tout renfermés, en tout cas, dans toutes ces dérives, on va dire, sectaires et suprémacistes. Et c'est bien le problème à l'heure actuelle. Quand vous parlez de votre enfance, plutôt adolescence, vous avez commencé un peu à subir ce radicalisme par l'école, les copains d'école, vos frères. Comment vous vous êtes positionné par rapport à ça ? Est-ce que vous avez un moment glissé vers ce radicalisme ? Est-ce que vous vous êtes senti en contradiction vous-même ? Et si oui, comment en êtes-vous sorti ? Alors j'ai bien senti depuis l'enfance qu'il y avait déjà une différence entre mes frères et moi. Nous n'avions pas au plus je grandissais, au plus je me rendais compte qu'on m'inculquait certaines valeurs en tant que femme, qu'on ne pouvait pas parler à des garçons, qu'on ne pouvait pas sortir, qu'on était limité dans nos mouvements, qu'on devait faire attention de ne pas... Enfin, on doit être discrète, etc. Et je commençais à trouver ça très injuste et je ne comprenais pas pourquoi mes frères avaient plus de liberté que moi. Alors mes parents étaient moins religieux, franchement, ils n'étaient pas trop religieux. Mais ma mère a commencé à être influencée de plus en plus par mes frères qui la rappelaient à l'ordre, surtout dans les années 90. Alors, il faut savoir aussi, comme on le disait là tout à l'heure, c'est qu'on vivait avec d'autres communautés, notamment des Belgo-Belges, mais eux vont commencer à quitter le quartier de plus en plus, puisque la communauté maghrébine va devenir de plus en plus violente avec la communauté belge, puisqu'on les appellera petit à petit d'impurs, de porcs, etc., de koffars. Et dans les mosquées, il s'avère que on disait aux jeunes, on ne peut pas frapper un musulman, on ne peut pas se disputer, mais par contre, c'est halal de voler. Si tu volais un non-musulman ou frapper ou violenter un non-musulman, c'était pas grave. Et donc, et nous, on a grandi avec ça. Et donc, moi, j'ai vu vraiment des Belgo-Belges avec qui je vivais, avec qui, au départ, on n'avait pas de problème en réalité. Mais on commençait à casser leurs vitres, une boulangerie où systématiquement on cassait sa vitre, elles étaient constamment volées. On fêtait Saint-Nicolas, en Belgique on fête beaucoup Saint-Nicolas, et donc Saint-Nicolas passait, et c'était la mairie d'Anderlecht qui proposait le Saint-Nicolas qui passe et qui distribue des bonbons. Il fut une année où il recevait des jets de pierre,
Et donc, on a arrêté. C'était extrêmement violent parce que dans les mosquées, on disait une fois encore, c'est interdit de pratiquer, de fêter ces fêtes, de mécréants, etc. Et donc, c'est comme ça que petit à petit, en fait, que les esprits ont commencé à se radicaliser. Et donc, dans les années 90, en tant qu'adolescente, je voyais, moi, de plus en plus, ma liberté se réduire avec des injonctions quand même qui sont terribles. Et c'est vraiment en allant au Maroc une première fois, quand je devais avoir 11-12 ans, où là, je vois vraiment, là, je prends conscience de ce que c'est qu'un État où c'est l'islam qui domine. Théocratie, oui. Oui, après, le Maroc, on ne peut pas vraiment dire que c'est une théocratie, mais en tout cas, les femmes, surtout de la ville d'où je venais, l'après-midi, on ne pouvait pas sortir. On me disait que les femmes qui sortent l'après-midi sont des prostituées, une certaine tenue à avoir, etc. Et quand je suis revenue, j'étais contente de revenir en Belgique. Et honnêtement, je me suis dit, je ne veux pas de ça. Et donc, ça, c'est resté en mémoire. Je me suis dit, il faut que je sorte de tout ça, il faut que je fasse des études, il faut que je réussisse dans mes études. C'est ça qui va être ma liberté, ma porte de sortie. Et c'est comme ça que j'ai vraiment, mon rêve vraiment enfant, c'était pas... mon plus gros rêve, c'était vraiment d'être libre, de pouvoir sortir de tout ça et d'être vraiment libre de pouvoir faire mes propres choix, etc. Mais alors, c'était votre volonté d'enfant. Est-ce que vous aviez quelqu'un avec qui vous en parliez au sein de votre famille de ça, puisque vous êtes l'aîné d'une famille de 8 enfants. Vous n'avez pas que des frères, vous avez des sœurs également. Est-ce que vous en avez parlé à vos parents? Est-ce que vous en avez parlé à un de vos frères, à une de vos sœurs et à une amie? Et comment vous avez fait pour vous extirper de ça? Parce que c'est une chose de le vouloir, mais c'est autre chose de le vivre et de passer à l'action. Et quel rapport avez-vous aujourd'hui avec votre famille? Alors, au départ, non, je savais qu'il fallait se taire. On ne peut rien dire. Et c'est ça notre grand malheur, on va dire, au sein de la communauté musulmane, c'est qu'il y a un grand tabou. C'est que tout ce qu'on vit à l'intérieur de la communauté ne peut pas sortir de la communauté. Et donc, très vite, on est taxé de traître à la communauté une fois que ça se fait. Et c'est pour ça qu'on ne supporte pas nos voix. Et donc, je ne pouvais pas en parler avec ma famille, tout simplement parce que je savais que si je posais trop de questions, il y avait cette peur. Si je pose trop de questions, peut-être qu'on me marierait beaucoup plus vite. Et donc, c'est la réalité aussi de cette époque, de nous en tant que filles, puisqu'à partir de 15-16 ans, je verrai quand même des copines, des voisines qui seront mariées à cet âge-là. Donc, il y avait beaucoup de choses en Belgique. Elles ne sont pas envoyées au bled, entre guillemets, si. ou parce que... Donc, elles vont au bled pour se marier. On devait se marier avec les gens du bled. Souvent, c'était avec des cousins, des personnes proches, etc. Parce des hommes qu'elles ne connaissaient pas. Des hommes qu'elles ne connaissaient pas ou des personnes qu'elles connaissaient qui étaient des membres de la famille, donc des cousins germains, etc. Et donc, moi, je ne voulais pas de ça. Mais par contre, ce que je disais à ma famille, c'est que moi, je voulais faire des études. Mon père était plutôt ouvert à ça. Ma mère, beaucoup moins. Pour elle, ce qui était important, c'était que ce qu'elle disait, c'était et d'ailleurs toutes les femmes disaient ça, c'était que je trouve un bon mari et que j'ai des enfants. Et pour eux, la vie s'arrête là. En fait, cette vie, c'est une fois qu'on a. Puis parce que tout simplement, il faut rester vierge. C'est l'honneur de la famille, il faut la préserver. Donc plutôt une fille est mariée. Au mieux c'est pour justement garantir que la fille ne sera pas, en tout cas il ne va pas y avoir des conséquences pour toute la famille. Donc on porte quand même aussi ça qui est assez lourd, c'est assez lourd. Vous en aviez vraiment conscience? J'en avais conscience puisqu'on nous rapportait beaucoup d'histoires, on nous disait tiens un tel ça a été déviergé, tu sais son père l'a tué, ou elle a été mariée avec un vieux. Parce qu'une fois que tu es déviergé, tu ne trouveras pas de mari et tu salis la famille. Donc très, très jeune, je dirais que même à l'âge de 5 ans, on commence déjà à nous parler de ça. Et donc forcément, on a peur de parler de tout. Et donc du coup, même si on subit des attouchements aussi, on est violé, etc., ou s'il y a de l'inceste, et ça dans les familles maghrébines, c'est énorme, parce que le tabou sexuel est existant, il y a une violence extrême sur les enfants. Ce qui fait qu'on n'ose pas en parler, parce qu'on se dit, si je le dis, c'est moi qui serai puni. Donc, on se tait là-dessus. Moi, ce qui m'a permis vraiment de sortir de là, d'abord, c'est prendre conscience de ça. C'est de rencontrer aussi des gens qui m'ont aidé et qui ne sont pas partie de la communauté en réalité. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai terminé l'école élémentaire du quartier, où là, on était en majorité de confession musulmane maghrébine, j'ai décidé d'aller dans une école catholique en dehors de mon quartier, une école plutôt élitiste. Et ça a été très, très dur pour y avoir accès. Il fallait se battre parce qu'on limitait l'accès. Donc vous aviez quel âge? Là, je devais avoir 12-13 ans. Et donc vous avez demandé à vos parents? Donc j'ai demandé à mes parents de m'inscrire là.
Et puis, j'ai tout fait pour aller m'inscrire dans cet établissement scolaire. Et c'était extrêmement dur parce que le niveau n'était pas du tout le même. Donc, c'était beaucoup étudié, c'était beaucoup de souffrance. Et ça m'a permis aussi de sortir du quartier, de voir quels sont ces autres qu'on appelait les koffars, les impurs, les porcs. Et tout ce qu'on m'en a dit, que c'était des gens qui ne nous aimaient pas, qui ne nous accepteraient pas parce qu'on était différents, etc. J'ai découvert un autre monde. Et je me suis dit, tiens, c'est bizarre. D'ailleurs, les cours de religion catholique, puisque c'était comme une école catholique, il n'y avait que le cours des religions catholiques. Et à savoir aussi que dans les écoles publiques en Belgique, on a les 4 religions. Donc, vous devez choisir en fonction de votre religion. Et donc, les élèves de confession musulmane vont en cours de religion islamique, abrahamique dans les cours, etc. Et donc, et là, j'étais dans une classe de religion catholique et on avait un prêtre, un abbé qui donnait cours, un jésuite, et j'ai appris beaucoup avec lui. C'est-à-dire qu'il nous a beaucoup apporté l'esprit critique. Contrairement à ce qu'on pourrait croire des religieux, c'est que là, il nous demandait à être très critique, à se poser des questions et à ne pas croire n'importe quoi. Et donc parfois, quand on parlait sur des textes bibliques, etc., on disait c'est vrai que Jésus a multiplié les pains, etc., vous savez, quand on est jeune. Et il nous disait non, mais c'est des paraboles, il faut comprendre les choses, il faut essayer de comprendre dans la symbolique, etc. Et là, je me suis dit, mais c'est dingue parce qu'ici, on nous parle sans cesse d'amour, d'aller vers l'autre, etc. Et chez nous, on ne parle que de haine, on ne parle que de détester, de ne pas aimer, que de punition, que de l'enfer, etc. Et c'est là où je réalise qu'on m'a beaucoup menti, en fait, qu'il y a beaucoup de mensonges. Et en même temps, voilà, j'avais ça. Et là, je ne pouvais pas montrer qui j'étais non plus. Parce qu'il fallait préserver. Il y avait une honte de ma part aussi. Aucune de votre fratrie ne vous a suivi dans cette école? Vous étiez la seule? Alors, j'ai eu un frère qui m'a suivi parce qu'il y a eu 3 garçons juste après moi et les jeunes filles étaient beaucoup trop jeunes. D'accord. Et mon frère, en fait, pour lui, il voulait rester dans le quartier avec ses copains. Donc, il a été dans des quartiers, on va dire, ce qu'on appelle la discrimination positive dans les quartiers où on habitait. Et donc, avec des mauvaises fréquentations aussi, évidemment. Lui, il n'était pas du tout porté par les études. À cette époque-là, nous, en tant que femmes, en tant que filles, on était enfermées, on avait peu de liberté. Notre seule voie, c'était les études et l'école. Pour les garçons, c'était pas pareil. Ils pouvaient sortir et donc ils étaient tout le temps dans la rue, avec des mauvaises fréquentations, dans tout ce qui est économie souterraine, vol, trafic de drogue, etc. Donc eux, ils ont grandi là-dedans. Nous, par contre, on était plutôt de bonnes élèves, ou en tout cas, on étudiait beaucoup. Et du coup, alors, comment vous êtes passé de cette, pas double vie, mais quelque part cet enfermement qui a dû être douloureux quand même pour vous, comment vous avez réussi à ne pas, si c'est le cas, à ne pas subir ces injonctions, ce déterminisme qui se profilait? Et puis aujourd'hui, donc, quel est votre lien avec vos frères et sœurs et vos parents, s'ils sont toujours vivants? Alors moi, j'avais beaucoup de curiosité, donc j'allais beaucoup regarder ailleurs. Je vous ai dit, j'écoutais Judaïka FM, mais j'écoutais de la musique classique, ce qui n'était pas du tout dans notre milieu. Moi, j'ai jamais appris ça. Et même ma famille ne comprenait pas pourquoi j'écoutais de la musique classique. Je me souviens que ma mère m'avait dit, mais enfin, tout le monde écoute de la musique des vivants et toi, tu n'écoutes que de la musique des morts. C'est marrant parce que moi, c'est mes nièces très jeunes qui m'ont fait ce genre de remarques. Mais t'écoutes, tu lis que des gens morts. Exactement. C'est marrant. Et donc, moi, c'est vraiment les lectures. J'ai commencé à m'ouvrir aussi à la lecture. J'ai lisé beaucoup d'ouvrages, quand j'ai Le Petit Chose, etc. Et je m'y retrouvais dans tous ces ouvrages, en fait. Et ça m'a vraiment permis d'ouvrir, en fait, mon esprit, à aller vouloir tout le temps aller savoir ailleurs ce qui se passe. Et donc, oui. Et puis, alors la question, par contre, la question, c'est comment est-ce que vous avez vécu cet enfermement intérieur? Comment vous avez vécu ça? Et comment, surtout, vous en êtes sorti de façon pragmatique, empirique? Parce qu'il y a donc ce déterminisme, on a l'impression, cet étau qui se resserre sur les femmes qui deviennent de plus en plus mariables. Et comment vous avez pu en sortir? Ne pas subir le même sort que celui de vos copines. Bon, apparemment, vos parents étaient un peu plus ouverts d'esprit, mais il y avait quand même les frères. Et quel est votre lien aujourd'hui à votre fratrie et vos parents? Alors, c'est vrai qu'au départ, moi, j'ai été éduquée quand même. Mon père était plutôt il faut obéir et écouter sa grande sœur, respecter l'aîné. Vous étiez l'aîné quand même. J'étais l'aîné, donc il y avait ce principe-là chez lui, mais ce qu'on ne retrouvait pas ailleurs. Dans les autres membres, les autres membres de la communauté, c'était pas comme ça. Ici, le fait que je sois l'aîné, il fallait me respecter. Donc, les garçons devaient me respecter. Donc, à ce niveau-là, mes frères, et puis je savais me défendre aussi. Je me défendais beaucoup, je savais aussi qu'il fallait se défendre. Donc, j'ai su me faire respecter aussi par les poings.
Surtout quand... Vous êtes déjà battu, donc. Je me battais énormément, enfin, pas n'importe comment, c'était vraiment quand on me cherchait ou si on essayait de m'imposer quelque chose. Et avec mes frères, je devais imposer, donc je montrais que j'étais plus forte qu'eux. Après, évidemment, à l'adolescence... Est-ce qu'ils levaient la main sur vous? Non, ils n'osaient pas, parce que d'abord, c'est moi qui les protégeais quand on était à l'école. Mais c'est vrai que dans les quartiers, tout le respect se donnait de cette manière-là, s'obtenait de cette manière-là. Et vous vous étiez déjà battu donc, avec les points dans le quartier? Exactement. Donc moi, je me battais contre les garçons qui me cherchaient, qui voulaient m'imposer, etc. Et je savais très bien me battre. Donc je me suis très vite fait respecter dans le quartier. Et puis, on savait aussi que quand je me battais, je ne le faisais jamais pour rien. Donc il y avait aussi cette reconnaissance qui vient aussi, je pense, de ma famille, c'est-à-dire qu'on était respectés, on savait qu'on était des gens, parce qu'on avait des principes, mais surtout mes grands-parents, il fallait être juste, on ne pouvait pas voler, on avait des principes, des valeurs très très fortes. Et donc moi, j'ai pris ces valeurs-là, et donc j'essayais tout le temps d'appliquer, d'être tout le temps juste, et il y avait certaines choses à ne pas faire, se moquer des autres, rejeter les autres, détester, haïr, etc. Ça m'a donné aussi quand même des valeurs qui m'ont permis aussi de prendre beaucoup de distance sur ce qu'ils disaient à l'extérieur. Mais c'est vrai que par la suite, mes frères ont commencé à prendre des cours d'arts martiaux, etc. Ils étaient beaucoup plus forts, on va dire, mais ils avaient toujours peur de moi. Parce qu'il y avait... Ça reste quand même, hein, quand ils reçoivent une petite baffe, ça reste... Oui, non, ça marque. Il y a de respect aussi, de voilà. référent. Mais on était quand même... on s'entendait plus, on commençait à ne plus s'entendre à l'adolescence parce que moi, j'étais pas d'accord avec ce qu'ils faisaient. C'est-à-dire qu'ils volaient, ils vendaient de la drogue, etc. Et moi, je ne supportais pas ça. Et donc, on allait souvent... comment dire, et puis je portais pas le voile non plus, j'étais pas soumise comme les autres filles. Ils auraient bien aimé avoir des sœurs comme leurs copains, qui obéissaient aux frères, qui faisaient le ménage, qui venaient débarrasser derrière eux. Et moi, j'étais pas du tout là-dedans. Donc ça, ils ne supportaient pas. Donc on était vraiment en conflit. Ils revenaient souvent avec des textes religieux en me disant oui, mais en islam, la femme est inférieure, tu dois m'obéir, etc. Et moi, au départ, je leur disais tout le temps, mais non, dans l'islam, c'est pas ça. L'islam ne dit pas ça. Mais en réalité, je ne connaissais pas les textes. Et comme ils commençaient de plus en plus à me sortir des textes religieux, et moi, je me suis dit, bon, il va falloir que je m'y attaque parce que je n'ai pas d'argument. J'ai commencé à ouvrir le Coran, à le lire. Je me suis rendu compte que c'était très problématique ce qu'il y avait dedans, qu'au contraire, c'était bien dedans. Et quand je leur disais, ce n'était pas dedans, c'est moi qui avais tort, en réalité. Et là, moi, je trouvais que c'était injuste. Donc, j'ai commencé à remettre en question les textes et à vouloir comprendre un peu plus. Intérieurement ou avec eux? Non, intérieurement d'abord, en discutant avec d'autres personnes, d'autres filles. Et j'étais de toute façon convaincue quand même qu'on ne devait pas prendre non plus tous les textes à la lettre. Parce que quand je regardais la Bible, l'Ancien Testament, la Bible, il y avait aussi des textes qui... Alors je me disais, mais pourquoi ? Parce que c'est des textes qui ont été écrits. Le Coran, bon, on dit qu'il est écrit, mais en réalité, bon, il a été écrit quand même à cette période-là. Donc moi, je me suis dit, il va falloir le remettre au goût de notre époque, c'est-à-dire avec l'égalité homme-femme, etc. Donc là-dedans, il y a des choses qu'on ne devrait pas accepter. Et donc, j'en discutais avec d'autres filles. Et certaines filles me disaient, oui, même des filles qui portent le voile, hein, qui me disaient, oui, je suis d'accord avec toi, le voile c'est pas le plus important en islam, etc. Mais tu comprends, si je ne le porte pas, je ne peux pas sortir. Si je ne le porte pas, je ne serai pas respectée. On va m'harceler, on fera des attouchements, etc. Ce qui était vrai en tant que femme, quand on s'habille à l'occidental, mais je ne parle même pas de mini-jupe, hein, je parle vraiment, ne serait-ce qu'en pantalon, etc. On était harcelés, sifflés, etc. Et ça, c'était déjà dans les années 90? Oui, bien sûr. Et ça ne fera que s'accentuer en fait avec les années. Et il y avait aussi ce discours qui était de dire on ne touche pas une femme musulmane, mais par contre les garçons vous pouvez on appelait ça jouer avec tout ce qui n'est pas musulmane, c'est-à-dire avoir des relations sexuelles avec des non musulmanes, etc. Et donc ce qui quelque part c'était un droit pour les garçons, leur donner le droit, on octroie le droit finalement d'avoir des relations sexuelles avec les femmes et même de ne pas les respecter, parce que c'est ça derrière qui y a derrière. C'est que si on n'est pas une bonne musulmane, tant qu'il y a une musulmane, en tant que musulmane, on ne peut pas nous toucher parce qu'il faut respecter la femme musulmane. Par contre, les autres, on ne doit pas les respecter parce que, à contrario, ce sont des prostituées. Et donc, moi, j'ai grandi, si vous voulez, avec ça, et c'est ça, ça m'a fait prendre des distances de plus en plus. Bon, ça a été très difficile, hein, parce que j'ai eu des périodes assez compliquées où je passais près d'une banque en quittant l'école et en voulant rentrer chez moi. Et près d'une banque, en fait, il y a eu un hold-up et je me suis pris une balle dans le bras. Je me suis retrouvée face à
à un braquage. Et ils ont tiré avec une arme de guerre, 24 balles. Et moi, je me retrouvais à 2,2 mètres. Et j'ai eu de la chance, parce que je n'ai eu qu'une balle. Mais je l'ai bien senti les autres balles passer à côté de moi. Et ça m'a complètement bouleversée. Et là aussi, je me suis dit, mais au fond, tu ne vis pas. Tu passes ton temps à étudier, tu ne vis pas, tu ne profites pas de la vie. Et il y a eu beaucoup de remises en question sur la vie, le sens de la vie, etc. Moi, contrairement à la majorité des musulmans, je ne voulais pas vivre pour l'au-delà. Mais toute ma vie, j'ai été conditionnée à ça, que tout ce que je devais faire, c'était pour ça. Et ça m'a pourri la vie, parce qu'on passe notre journée à compter les bons points et les mauvais points. Si ce qu'on fait est bien ou pas, est-ce que ça va nous permettre d'aller en paradis ou en enfer? Et on pense beaucoup à l'enfer, puisqu'on nous le décrit beaucoup, l'enfer. La manière dont on va être brûlé pour l'éternité, etc. Les châtiments, en fait. Tout ce que vous avez évoqué, ça rappelle, parce que je rappelle pour les gens qui nous écoutent, qu'il y a une affaire qui s'appelle l'affaire de Shaina à Creil, qui donc a subi exactement tout ce que vous venez de dépeindre, parce qu'elle a couché avec un garçon et bref, elle est morte brûlée, vive. À cause de ça, tout ce que vous venez de décrire. D'ailleurs, dans un excellent livre, l'excellente enquête de terrain de Laure Dossi, qui a écrit le titre, j'ai lu le livre de Laure, qui est journaliste, Laure à Charlie Hebdo, La réputation, voilà. Ça existe en France, ça existe en Île-de-France, ça existe dans nos banlieues. Et vous venez aussi de parler de l'importance du voile, qu'on essaie de nous vendre aujourd'hui comme un outil d'émancipation, la liberté dans le hijab, n'est-ce pas? Superbe campagne à laquelle nous avons eu droit. On voit dans tout ce que vous dépeignez, décrivez, que ce sont des mensonges. C'est pour ça qu'en édito, j'ai dit, voilà, vous portez vraiment une parole de vérité. C'est très important et c'est très courageux. Alors, aujourd'hui, est-ce que vous voyez toujours votre famille? À quel âge vous avez vraiment commencé à vous engager? Enfin, c'était déjà un engagement, d'ailleurs, tout ce que vous décrivez, en fait. Votre engagement, il a commencé très tôt, puisque vous avez pris conscience de ça. Et moi, ce que j'aimerais savoir, c'est en quoi votre engagement aujourd'hui fait écho, enfin, en quoi est-ce que vous avez vécu là, ce terrain familial, ce terreau dans lequel vous avez grandi, impacte votre engagement d'aujourd'hui? Je vois que vous avez un petit ruban jaune. On sait que le ruban jaune, c'est pour faire, je suppose que c'est ça, c'est pour les otages en Israël. Quel est le lien de cause à effet entre ce que vous venez de nous raconter et votre engagement d'aujourd'hui? Et juste aujourd'hui, est-ce que, vous avez donc encore un lien avec votre famille? Et comment perçoivent-ils votre engagement d'ailleurs? Comment le vivent-ils? Alors, le lien avec ma famille, à partir du moment où j'ai quitté ma famille, quand j'avais 23 ans, ça a commencé déjà, il y a eu des distances qui se sont faites, parce que c'était évidemment, en tant que femme, vouloir habiter seule, c'était pas bien. Bon, j'ai quand même subi un mariage forcé à 17 ans. C'est pour ça que je voulais expliquer cet incident où je me suis pris une balle dans le bras, parce qu'il y avait un choc émotionnel. Et que juste après, ma mère m'avait vendu la chose en me disant, on va y aller au Maroc, ça va te faire du bien, etc. Et j'ai été mariée sans que je le sache au départ, et on me l'a imposé. Bon, au départ, on n'arrêtait pas de me harceler en me disant, oui, il faut que tu te maries, il y a un tel qui veut te marier, etc., etc. Il y a eu des demandes pendant 1 mois incessants. J'ai refusé. Et puis, il y a un moment donné où j'ai dû signer des papiers, je ne savais pas que j'étais mariée. Et puis, on est revenu en Belgique. Bon, heureusement, ça s'est arrêté là. Je n'ai pas pu vivre pour X raisons que je ne vais pas étaler ici, parce que ça va être trop long comme histoire. Et j'ai fini par ne pas me marier. Enfin, je me suis mariée, mais finalement, je n'ai pas vécu avec lui. Et puis, à l'âge de 19 ans, j'ai fini par faire une première fugue, parce que j'ai fait mon coming out aussi au sein de ma famille. J'ai expliqué, parce qu'évidemment, j'accumule tous les tares. Je suis une femme homosexuelle, etc. Donc, j'en ai parlé au sein de ma famille en expliquant pourquoi je ne pouvais pas me marier. Vous avez osé en parler? J'en ai parlé en pensant que voilà, il y aurait une ouverture d'esprit par rapport à ça. C'est super courageux, parce que vous aviez 19 ans quand vous l'avez fait. Tout à fait. Et puis donc, c'était pas du tout comme aujourd'hui. Déjà, aujourd'hui, c'est compliqué. Oui, à l'époque, c'était vraiment c'était pire. Et donc, du coup, et là, au départ, mon père voulait plutôt aller l'accepter. Il l'acceptait, en fait, en réalité. Et puis, d'autres personnes dans le quartier lui ont dit non, tu sais, c'est pas bien, etc. Elle va finir droguée et tout. C'est pas dans l'islam, machin. Ils ont commencé à lui tourner la tête. Et ma mère ne l'a jamais accepté, parce qu'elle voulait que je sois mariée, que j'ai des enfants. Et puis là, ils ont retenté. J'ai fui. Et puis, je suis revenue et on m'a fait croire que finalement, c'était accepté, que tout allait bien, etc. Et puis, on m'a ramenée au Maroc. Et là, j'ai été séquestrée pendant 2-3 mois.
Et donc là, il a fallu vraiment réfléchir à comment m'en sortir. On m'avait enlevé les papiers, donc je ne savais pas du tout. Pour moi, j'allais plus revenir. Et là, le projet, c'était de me remarier avec quelqu'un qui était beaucoup, beaucoup plus vieux, qui avait probablement 2 fois et demi mon âge à cette époque-là, même plus. Et sauf que j'étais toujours mariée du premier mariage qui n'avait pas toujours pas. Et le divorce n'avait pas été obtenu. Et ça m'a quand même un peu, ça m'a un peu sauvée, on va dire. Et puis, à un moment donné, ma mère m'a dit « Mais comment ça se fait? Avant, tu obéissais, tu faisais tout ce qu'on disait, etc. Et qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu es possédée et tout ?» Parce qu'il y a beaucoup de croyances, hein, surtout chez les Marocains, sur les djinns et tout. Et donc, je me suis dit « Ça, c'est ma porte de sortie. » Et donc, je lui ai dit « Oui, effectivement, je ne comprends pas moi-même, je ne me sens pas bien, c'est bizarre. » Et puis, du coup, ils ont été se renseigner, ils ont fait ce qu'on appelle donc un exorcisme, un ruqya. Et après ça, on m'a dit « Comment tu te sens ?» Et l'imam m'a dit « Oui, elle a été possédée. » Donc voilà. Donc il m'a fait pendant 3 jours un rituel. Et là, j'ai dit « Oui, je me sens beaucoup plus apaisée. Je me sens beaucoup Donc vous mieux. jouiez la comédie. Complètement. Oui. Et puis, ce qu'il y avait aussi, c'est qu'avec une de mes cousines, parce qu'on m'a tout enlevé, hein, livre, écriture, je ne pouvais plus écrire, je ne pouvais rien faire. Et avec une de mes cousines... C'est la torture. Complètement. Donc j'étais avec une de mes cousines au centre-ville. Je suis tombée sur un livre qui s'appelait « Le passé simple » de Idrissi, et qui raconte la violence au sein des familles de la culture marocaine. Et je lisais chaque page. Et je me suis dit, tous les jours, il faut que je lise pour ne pas oublier la liberté, pour ne pas oublier d'où je viens et pour ne pas céder surtout. En espérant qu'un jour, je puisse revenir en Belgique. Et donc, pour moi, ça aussi, ça m'a sauvée. C'est de maintenir, pour moi, il était important de maintenir mon esprit ouvert, mon esprit, on va dire, qui s'évade vers autre chose. Et ça m'a sauvée. Donc, au bout de 2-3 mois, mon père devait absolument revenir pour travailler en Belgique. Et il ne pouvait pas me laisser là. Donc, du coup, il m'a dit, écoute, on s'est retrouvés dans une pièce de la villa de mes grands-parents. Et il m'a dit, il m'a giflé. Et puis, il m'a dit, on va devoir retourner en Belgique. Tu ne pourras plus sortir. Tu ne pourras plus suivre tes études. Tu resteras à la maison. Tu seras surveillée tout le temps. Et j'ai dit que j'étais d'accord avec ça. Moi, pourvu que je rentre en Belgique. Une fois rentrée en Belgique, pour moi, je me suis dit, je ne mettrai plus jamais les pieds au Maroc. C'était fini. Oui. Et puis là, il y a eu tout un questionnement aussi, parce que je suivais des études scientifiques. Et j'ai pris par la suite des études artistiques. Et là, je me suis dit, plus jamais, on va m'imposer quoi que ce soit. Et donc, et là, vous vouliez aller vers les études littéraires? Donc non, c'est même pas, c'était des arts plastiques en fait, les dessins, etc. J'ai eu un parcours très d'artiste en plus. D'artiste, oui, complètement. J'ai commencé à m'habiller grunge, vraiment du côté classique, petite fille sage, etc. Là, c'était vraiment très grunge, etc. Avec le pantalon, vous savez, un peu en dessous des fesses et tout. Et pour moi, c'était aussi une manière aussi de commencer à dire non, je ne suis plus. Et puis, il y a une espèce de, j'en n'en peux plus, donc j'explose. Et puis, j'ai été dans ces études artistiques et ça m'a ouvert beaucoup l'esprit. Ça m'a permis de voyager. J'ai gagné un concours d'art plastique, donc ça m'a permis d'aller à New York, aux États-Unis. Moi j'avais une mauvaise... vous savez, pour la plupart des musulmans, les États-Unis, c'est le diable, c'est le grand Satan. Et puis, vous avez les Juifs. Et souvent, d'ailleurs, on pense États-Unis, on pense Israël, etc. Jamais, oui. Et donc, moi, j'ai rencontré là-bas, du coup, des Américains super sympas. J'ai rencontré des Belges qui étaient présents, des Marocains belges qui étaient venus mais alors, là. comment vous avez fait pour sortir de chez vous? Vous étiez en Belgique, enfermé dans une pièce? J'ai dû négocier. Mais là, en fait, comme j'étais là, ils avaient tellement peur que je reparte, que ça allait, du coup, que ça allait être que j'allais jeter vraiment la honte sur la famille, oui. Que du coup, ils n'osaient pas trop me dire non sur ce que je proposais. Et là, pour le coup, il a fallu que je négocie quand même avec mon père. Et là, c'était 3 jours de négociation, en lui disant oui, est-ce que j'ai gagné un concours, je vais représenter la Belgique à l'ONU, j'aimerais bien y aller, etc. Mais je passais par ma mère, jamais en face à face avec mon père. Et donc, elle a servi d'intermédiaire à ce niveau-là. Mais c'est vraiment la peur que je parte. En réalité, c'était pas parce qu'ils avaient envie, parce que mes petites sœurs, par contre, elles étaient toujours enfermées, elles n'avaient droit à rien. Et par contre, elles, la pression des frères, des grands frères, elles l'ont subi, parce que moi, je n'ai pas subi. Aujourd'hui, vous avez donc toujours un lien avec vos parents et vos frères ? Donc, je n'ai plus de lien. Je n'ai plus de lien depuis que j'ai l'âge de 23 ans. Avec ma mère, ça a commencé petit à petit, j'ai pris mes distances. Et en 2021, là, ça a été vraiment la cassure, surtout quand j'ai pris position pour Israël, quand il y a eu les attaques contre Israël, Tel Aviv, par le groupe du Hamas, quand il y a eu les premières roquettes qui ont été envoyées à Tel Aviv. Alors aujourd'hui, Fadila, vous êtes protégée ?
Vous êtes menacée de mort? Non, je vous suis n'êtes menacée. Pas protégée, mais vous êtes menacée. J'ai été menacée de mort à plusieurs reprises. Il y en a une qui a porté vraiment son attention, l'attention surtout de la police. Où là, on m'a envoyé une vidéo qui venait du dark web, où on voyait différentes manières de m'assassiner. Dont la décapitation. De la décapitation, la façon d'être brûlée, etc. C'était vraiment tout des séquences de Daesh, mais qui venaient visiblement directement de là. C'était pas, et donc, mais je ne suis pas sous protection. Donc, il y a eu une enquête pendant 1 an. Et comme ils n'ont pas rien trouvé, ils ont abandonné, du coup, les poursuites. Le dossier, ça a été classé sans suite. Et puis je reçois régulièrement des attaques, des intimidations. J'ai des djihad judiciaires, souvent des islamistes ou des proches des frères musulmans ont porté plainte contre moi. Donc là, pour l'instant, j'ai 2 procès. Je suis complètement ostracisée, donc ce qui fait que je ne peux plus trouver un emploi, être rémunérée, c'est impossible. Donc on vit beaucoup des dons. Et ça, c'est vraiment les gens qui nous permettent un peu mais pas suffisamment en tout cas pour vivre. Donc on manque vraiment de subventions. Et parce qu'aussi, notre observatoire a été complètement... On a jeté l'opprobre vraiment sur l'observatoire et sur notre travail en Belgique. Donc, il m'est très difficile, effectivement, de pouvoir porter la parole. Et je pense aussi que c'est parce qu'ils ont peur. Ils savent que ma parole peut porter auprès des jeunes, parce que j'ai cette expertise de travail social. Les gens, les musulmans que j'ai accompagnés savent très bien que je ne suis pas ni raciste, ni contre les musulmans, ni contre l'islam, etc., en tant que tel, mais que je lutte vraiment, j'essaie vraiment d'accompagner les gens pour essayer de sortir de toutes ces violences, de toutes ces emprises, etc. Alors c'est intéressant, vous nous avez parlé de votre expérience dans cette monarchie constitutionnelle que représente qu'est le Maroc. Vous avez connu et vous connaissez donc la démocratie, la République. Vous êtes aujourd'hui très sollicité en France, quand même de plus en plus. Vous pouvez vous exprimer ici. On vous tend le micro, ce qui n'est pas le cas ou pratiquement plus le cas en Belgique. Quel est votre lien et votre combat contre l'antisémitisme, puisque vous en portez vraiment les couleurs? Et comment vous vivez ça et comment aujourd'hui vous pouvez comment vous réussissez aujourd'hui à alimenter votre combat, j'ai envie de dire même matériellement, financièrement, parce que c'est un sujet que j'évoque pas beaucoup. Moi, ça fait des années que je parle de ces sujets de l'islamisme depuis 5-6 ans vraiment sur mes réseaux sociaux, notamment sur mon Instagram, et que je sensibilise ma communauté dessus. C'est pas né du tout avec le podcast, ça fait longtemps. Et très souvent, je donne les noms des lanceurs d'alerte, je donne les noms des personnes qui contribuent à ça. J'ai découvert le vôtre il y a peut-être 3 ou 4 mois, et notamment, non même plus, ça fait 5 mois à peu près, lors d'une interview que vous aviez faite à la radio, et donc après j'avais pris une place pour aller vous voir au Café Laïque. Mais j'essaie de dire aux gens, voilà, on a ces lanceurs d'alerte là, ils sont là, ils nous disent, ils connaissent, ils savent, ils viennent de ces milieux-là. Quel est le pont entre ce que vous venez d'évoquer de votre enfance, de votre adolescence et de votre culture d'origine, en tout cas celle qu'on a voulu vous imposer, parce que votre culture d'origine, finalement, tout ce que vous venez d'évoquer avec votre école catholique, etc., vous êtes quand même tourné vers la musique classique, donc vous avez vous-même fabriqué votre propre culture, vous l'avez choisie. Mais quel est le pont commun entre ce milieu d'origine et votre combat et votre lutte contre l'antisémitisme? Pourquoi les gens qui nous écoutent nous disent, mais pourquoi est-ce que Fadila Maroufi est aujourd'hui au micro d'un podcast contre l'antisémitisme? Moi, j'ai la réponse, mais vous, quel est le lien que vous faites entre ça? Mais parce que j'ai compris aussi que d'abord, l'antisémitisme, c'est ce qui rassemble, je dirais la haine du juif, c'est ce qui rassemble la Oumma à l'heure actuelle. À chaque fois qu'il y a un problème entre le conflit israélo-palestinien, on nous le rabâche dans les mosquées, etc., parce que c'est ce qui permet de rallier tous les différents groupes islamiques, l'islam, les musulmans, autour de ce conflit. C'est quelque chose qui est fédérateur au sein de la Oumma. Et je me suis rendu compte que cet antisémitisme-là fait partie de l'islamisme, fait partie c'est une force pour eux pour rassembler. Alors moi, ce combat-là, je le mène bien avant le 7 octobre, parce que je l'avais déjà compris bien avant, parce que j'ai grandi avec cet antisémitisme. Et donc, pour moi, il était important, là, maintenant, de s'attarder là-dessus. D'abord, je trouvais très injuste tout ce qu'on entend sur Israël. Moi, je vous avoue qu'avant 2021, je ne connaissais pas grand-chose sur le conflit israélo-palestinien. J'entendais des choses, évidemment, dans les médias. Mais je ne prenais pas parti pour l'un et pour l'autre. Parce que quand je ne connais pas quelque chose, je ne donne pas mon avis. Je trouve d'abord, que c'est pas
il n'y a pas d'intérêt. Mais en plus, parce que quand on ne connaît pas un sujet, je préfère ne pas dire des bêtises. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser sur l'histoire d'Israël et de la Palestine. Et à partir de là, si vous voulez, j'ai commencé à comprendre les choses et en le mettant en parallèle avec ce que moi j'ai vécu et ce qu'on nous a appris au sein de la communauté musulmane. Et je me suis dit, en réalité, le problème n'est pas Israël, c'est la question juive. Il y a un problème avec les juifs. On a un problème, nous les musulmans, avec les juifs. Il y a un antisémitisme. On ne connaît pas l'histoire. La plupart ne connaissent pas l'histoire du conflit israélo-palestinien. Mais c'est un prétexte qui est utilisé parce qu'il y a l'appel à la haine du juif. Et moi, c'est pour ça que là, je me suis dit, il va falloir le dénoncer. On ne peut pas garder ça sous silence. Sinon, on ne va pas du tout jusqu'au bout de ce qu'on devrait faire. Parce que pour moi, c'est un poison. C'est quelque chose qui fait que les jeunes sont portés. Et puis quand on vous montre systématiquement des images d'enfants palestiniens, etc., qui sont malheureux, qui ont la famine, etc., et quand on comprend, quand on a étudié le sujet, qu'on voit qui sont derrière toutes ces images, qui sont derrière tous ces idéologies, ces discours, etc., on se dit, on ne peut pas garder ça sous silence. Il faut expliquer aux personnes de la communauté musulmane ce qui se passe réellement. Donc moi, quand je m'adresse en premier, je m'adresse d'abord à la communauté musulmane en leur disant attention, ce qu'on vous donne comme information, elles sont fausses. Il faut aller chercher, comprendre, même si vous êtes pro-palestinien, peu importe, mais sachez de quoi on parle. Et surtout, il faut bien faire des distinctions. On peut ne pas être d'accord sur une politique, mais on ne peut pas, se dire que tous les habitants d'un pays sont, comme ils disent, des génocidaires, etc. Même ce terme-là, c'est faux. Israël est un pays démocratique. Les gens l'ont élu. En Israël, on a le droit d'avoir une opinion. Il y a une liberté. Les gens se côtoient, qu'ils soient musulmans, non musulmans, chrétiens, juifs, etc. Ce qu'on n'aura jamais dans un pays musulman. Quand on regarde un pays musulman, soit vous êtes des dhimmis, les deux autres religions sont considérées comme des dhimmis, c'est-à-dire ils ont une infériorité par rapport aux musulmans. Donc il y a une distinction de droit, infériorité. Et s'il se passait ne serait-ce que 1/100, 1/1000 de ce qui se passe ici, ce que les islamistes font ici, mais dans un pays musulman, mais il y a longtemps qu'il y aurait eu un nettoyage, qu'on aurait dit stop. Ici, on se permet encore d'écouter ces idéologues. Et il faut à un moment donné que nous, on prenne la parole. Le problème que nous avons, évidemment, c'est pas... en réalité, les islamistes, on les a identifiés, on sait qui ils sont, on pourrait très vite les balayer. Notre problème, ce sont ces gauches, cette gauche, ces islamo-gauchistes, ces idéologies woke, décoloniales, etc., qui, eux, servent la cause islamiste et qu'on retrouve dans les universités et qui alimentent les cerveaux de nos jeunes étudiants et de notre jeunesse, qui l'intoxiquent, puis les réseaux sociaux, les influenceurs, etc. Et nous, mais maintenant, il va falloir faire un travail de communication auprès de ces jeunes. Le problème sur lequel on est confronté, c'est que j'ai des musulmans, des personnes en tout cas de confession musulmane ou qui sont de culture musulmane, qui me disent « On est d'accord avec toi, mais regarde ta situation. Regarde le danger que tu n'es même pas soutenu par les autres. » Et c'est ça qui, pour moi, est le plus grave. Les autres, c'est-à-dire les laïcs, ceux, en tout cas, cette gauche qui est complaisante, cette gauche qui me boycotte. Quand on voit à Bruxelles, nous avons une institution laïque qui est complètement gangrénée, où il y a aussi un antisémitisme, clairement. Et quand on voit comment... Ils me disent, mais tu t'es fait licencier, tu as tout perdu, tu n'as plus les moyens, tu n'as plus de famille, etc. Mais nous, on ne veut pas ça. Ouais. Comment veux-tu qu'on s'en sorte dans ces conditions ? Comment vous tenez ? Excusez-moi, je vous interromps, vous alliez vers autre chose. Mais comment vous tenez, Fadila ? Vous avez quand même des aides dans la vie, dans la sphère privée, sans nous dire lesquelles ? Écoutez, franchement, c'est avec des bouts de ficelle. C'est très difficile. La vie n'est pas très simple. Contrairement à ce que beaucoup disent, je ne suis pas payée par les sionistes. Comme ça, oui. On exclut ça. Alors ça, on l'entend aussi beaucoup. On avait entendu au micro avec Fama Zadi, Mona Jafarian aussi, qui entend ça tout le temps. Alors, on n'est pas corrompu. D'ailleurs, c'est ce qui dérange beaucoup les islamo-gauchistes, en réalité. C'est qu'on n'est pas achetable, parce qu'on a déjà essayé de m'acheter. Hein. Je dis qu'on a essayé de me récupérer, etc. Ce que j'ai toujours refusé. On m'a proposé un confort que j'ai refusé. Parce que pour moi... Qui ont
Ce sont justement des gens qui sont issus des islamo-gauchistes ou des gens qui sont corrompus et qui travaillent avec eux, qui sont proches des frères musulmans, etc. Et ils pensent pouvoir acheter nos voix, notre silence. Mais moi, je ne veux pas, parce que mon engagement jusqu'à présent, c'est surtout libérer la parole, c'est enfin sortir de tout ça. Et puis, je ne veux plus de tout ce mensonge. Toute notre vie, on nous a éduqués dans le mensonge et dans les tabous. Et je ne veux plus de ce mensonge et de ces tabous parce que ça nous rend malades, parce que la communauté est malade, pour moi, à l'heure actuelle. Et il va falloir qu'elle sorte de cette maladie. Il va falloir qu'elle ose parler de ce qu'on vit à l'intérieur, de ces violences intrafamiliales, de ce que nous subissons comme pression, etc. Et c'est pour ça que je m'adresse aux musulmans. C'est que je sais qu'il y en a d'autres qui vivent cette difficulté et qui en souffrent en silence. Et pour moi, le nœud, il est là. Quand on voit des jeunes qui passent à l'acte dans le djihadisme, etc., ce n'est pas un problème socio-économique. C'est d'abord pour moi un problème de mal-être, mais un mal-être qui provient au sein même de la communauté. Et c'est celle-là qu'il va falloir d'abord travailler. Communauté que vous avez infiltrée, notamment auprès des femmes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Alors, le temps file comme l'éclair. Il nous reste un tout petit quart d'heure si on pousse un petit peu, un peu moins. Est-ce que vous pouvez déjà nous dire en 5 minutes, nous expliquer votre infiltration auprès de ces femmes qui jouent un rôle qu'il ne faut surtout pas négliger dans cette djihadisation et radicalisation des esprits ? Alors tout d'abord, le contexte, c'est que moi, je suis travailleuse sociale à cette période-là, donc je travaille depuis 20 ans en tant que travailleuse sociale. C'est mon métier premier. Et je vois qu'il y a une augmentation. D'abord, je perçois évidemment cette violence intrafamiliale, j'essaye d'y travailler, mais j'entends aussi que les politiques menées au sein des institutions, on nous demande de nous taire aussi par rapport à ce qui se passe, parce que le vote musulman est important, donc il ne faut surtout pas parler de tout ça. Et puis, j'observe une montée du port du voile qui a explosé, mais maintenant, quasiment la totalité des femmes musulmanes à Bruxelles portent le voile. Et puis, les départs en Syrie, en Irak. Et là, je me pose des questions et je me dis, il va falloir que je traite ce sujet-là. J'avais commencé des études d'anthropologie et j'ai voulu comprendre donc ce phénomène et j'ai décidé du coup de faire un travail sur l'endoctrinement des femmes musulmanes à Bruxelles. Alors, ma porte d'entrée, c'était de parler de la spiritualité des femmes musulmanes, parce qu'évidemment, vous n'allez pas dans un lieu en disant que vous travaillez sur la radicalisation. Et il y a un lieu qui a accepté, où les femmes suivaient des cours, c'était fréquenté par une centaine de femmes. Et là, je vais me rendre très rapidement en fait, compte qu'il y a un endoctrinement qui est en train de se faire. Évidemment, ça ne se voit pas quand on arrive. Quand on arrive, on est bien accueilli, avec beaucoup de sourires, c'est très sympathique. Les femmes qui fréquentent là, quand je leur posais des questions en individuel, elles me disaient qu'elles venaient là parce qu'elles avaient peur pour leurs enfants, elles ne voulaient pas que leurs enfants partent en Syrie, qu'on disait à la télé que le recrutement se faisait à l'extérieur, pas dans les mosquées. Ça, c'était une grave erreur. Du coup, toutes ces femmes ont couru dans les mosquées pour apprendre ce qu'elles disaient, leur religion. Mais ce qu'elles ne savaient pas, c'est qu'elles-mêmes, elles étaient endoctrinées petit à petit. Et donc, elles, leur objectif, c'était vraiment d'apprendre l'islam pour ensuite leur inculquer à leurs enfants pour que leurs enfants ne soient pas radicalisés. Et il s'avère qu'elles se radicalisaient au fur et à mesure. Alors, au début, les femmes qui ont accepté que je rentre dans leur milieu de vie, c'était des femmes qui étaient quand même assez méfiantes, et c'était surtout des converties. Elles avaient toutes les trois été diplômées, une infirmière, une autre travailleuse sociale, une autre en marketing, etc. Et donc, ce qui voulait dire quand même des femmes qui ont quand même un background, on va dire, intellectuel. Elles ont étudié, c'est pas des études supérieures quand même. Et elles m'ont accueillie, certes, bras ouverts, certes, comme j'étais, c'est-à-dire sans porter le voile, etc. Mais au fur et à mesure, je sentirais aussi qu'on va petit à petit me dire il faut que tu portes le voile parce que là, il y a l'appel à la prière, parce que ceci est... Il y a toujours un prétexte pour me rappeler qu'il faut que je porte le voile. On essaie de m'amener à le porter petit à petit. Ça symbolise quoi, le voile, pour vous ? Pour moi, c'est vraiment la séparation. D'abord, la séparation entre les hommes et les femmes. C'est les rôles différenciés entre les hommes et les femmes qui sont bien définis. C'est aussi la différence entre celles qui sont pures et impures. C'est cacher aussi la femme, parce que c'est nous effacer aussi. Même si à l'heure actuelle, quand on voit les femmes qui portent le voile disent « ma liberté, mon choix », et on les voit partout dans les milieux du travail, en tant que psychologue, sociologue, etc., ou milieu universitaire, c'est pour l'instant. Parce que pour l'instant, nos pays ne sont pas islamiques. Mais la visée des islamistes, c'est que sur du court terme, parce qu'eux, ils voient les choses sur le temps,
c'est que les femmes finissent par avoir leur rôle dans la maison, dans la sphère privée. Et donc, on leur vend des choses. Donc, ces femmes, il y en a certaines qui sont des vraies militantes, elles sont conscientes de participer à quelque chose sur l'islam, une islamisation de la société. Il y en a d'autres qui ne le sont pas, mais qui sont quand même militantes et qui jouent ce jeu-là. Pour elles, c'est important. Parce que dans les années 90, Tariq Ramadan a joué, en tout cas, c'est lui qui a apporté tous cette nouvelle façon de voir les choses et qui a complètement renversé le discours sur le port du voile et qui a dit vous avez le droit de porter le voile. Et donc les filles ont commencé à penser que c'était un droit et que finalement oui, porter le voile c'est un droit. Mais en réalité, le seul droit qu'elles ont, c'est d'être soumises à Dieu, soumises aux injonctions, soumises aux religieux, soumises aux hommes. C'est le seul droit qu'elles ont en réalité. Que diriez-vous à une adolescente qui vous dit, mais c'est notamment avec tout le débat qu'il y a eu autour de la abaya, et on a beaucoup vu, j'ai beaucoup lu sur les réseaux sociaux, notamment TikTok. Non, mais c'est qu'un vêtement. C'est une robe longue. C'est qu'un vêtement en fait. Qu'est-ce que vous répondriez à ces jeunes filles ? D'abord, si c'était réellement qu'un vêtement, elles pourraient changer de vêtement, ça leur poserait aucun problème. Deuxièmement, le voile, les abayas, c'est une norme islamique. Une norme qu'on veut imposer à la société. Elle est visible. Et c'est pour que nos sociétés acceptent plus facilement que ces accoutrements, que ces normes islamiques puissent être adoptées dans les différents lieux, qu'elles soient publics, et privés et publics. Et il y a du forcing. Ces militantes sont éduquées, ces jeunes filles sont éduquées à s'imposer et à imposer le voile. Même s'ils ont un refus, elles doivent quand même continuer, s'acharner jusqu'à ce que ce soit imposé. Ça, c'est ce que moi j'ai entendu dans tous ces milieux que j'ai fréquentés. C'est qu'on leur dit, allez en groupe, imposez, que ce soit dans les universités, que ce soit dans les écoles, etc. Ne cédez pas. Il y a évidemment des universités, chez nous en Belgique en tout cas, qui acceptent le port du voile. Mais elle disait, même celles où c'est pas accepté, allez-y quand même, allez-y en masse, en groupe. Et vous allez voir, vous allez, Inch'Allah, avec l'aide de Dieu, vous allez finir par l'imposer. Donc c'est vraiment ça qui se joue derrière tout ça. Comment peut-on lutter aujourd'hui au mieux, selon vous, avec tout votre savoir, votre connaissance du terrain, votre infiltration, votre milieu d'origine ? Comment peut-on lutter contre l'antisémitisme au mieux aujourd'hui ? Tout d'abord, il y a des choses qu'il ne faut pas lui accepter. Et moi, je pense qu'il y a des discours qu'on ne peut pas accepter. Avec ce qui se passe depuis le 7 octobre, d'autant plus puisqu'on a vu quand même l'explosion de l'antisémitisme de 1000%. Il était déjà problématique avant, mais là, c'est vraiment assez phénoménal. C'est quand on entend les propos des filles, à un moment donné, c'est de poser des actes forts, c'est de poursuivre les gens. À un moment donné, quand vous avez des manifestations pro-palestiniens, on entend des discours, on voit des drapeaux, des discours antisémites, il va falloir les interdire. Quand on voit à Sciences Po toutes ces dérives, ces idéologues qui sont invités pour parler de ce conflit, mais d'une manière biaisée et avec toute un artillerie idéologique derrière, etc. Il va falloir que les universités interdisent. On va me dire, oui, mais la liberté d'expression. Mais à partir du moment, la liberté d'expression, c'est une liberté à partir d'un savoir, des échanges. Ici, il n'est pas question d'échange ni de savoir. Il est question d'influencer nos jeunes, de leur imposer une idéologie contre nos idées, justement, contre la liberté d'expression, contre nos idées de liberté et contre nos valeurs, on va dire, démocratiques. Et c'est là où nos universités doivent vraiment prendre des mesures, mais je pense que ça passera par le politique aussi, par les citoyens, mais par le politique. Parce que là, à l'heure actuelle, les universités sont complètement gangrénées par l'islamo-gauchisme, par ces idéologies woke, par les islamistes. Et là, maintenant, il va falloir vraiment mener tout un travail justement pour essayer de remettre le savoir, la connaissance au sein de nos universités. Parce que là, maintenant, encore une fois, quand on écoute nos jeunes et qui répètent sans cesse ce que ces idéologues leur inculquent, et quand vous les amenez un peu à réfléchir, ou vous leur posez des questions pertinentes ou contradictoires, ils ne savent pas comment répondre. Ils ne font que répéter finalement l'idéologie qui est derrière, qu'ils entendent sur les réseaux sociaux, sur des personnalités comme Rima Hassan, qu'on invite à l'université,
Et voilà, donc je pense qu'il y a vraiment des mesures à prendre. Il faut sanctionner fermement, avec même des mois d'emprisonnement, etc. ferme. Je pense qu'il faut vraiment de moins en moins laisser passer. On a vu, vous savez, avant le 7 octobre, il y avait déjà eu d'abord l'école juive qui avait été attaquée par Mohamed Merah, le premier professeur Sandler qui avait été assassiné. C'était bien avant Samuel Paty. Puis il y a eu Samuel Paty, il y a eu Bernard Dominique aussi. Sarah Halimi, vous savez, le 7 octobre, c'est exactement de la même manière. Elle a été massacrée, elle a été torturée par quelqu'un qu'elle connaissait. Quand on voit comment cette affaire Sarah Halimi, quelles a été les mesures et les sanctions par rapport à l'individu, c'était scandaleux. C'est-à-dire qu'on donnait un permis, finalement, de tuer ou d'avoir de tenir des propos antisémites. Et pour moi, c'est ça qui est le plus scandaleux. C'est surtout la réponse que nos États donnent face à ces phénomènes. Quel est l'enjeu, pour finir en 2-3 minutes, notre entretien, notre échange, quel est, pour que les gens comprennent bien pourquoi on parle de ces sujets, quel est le risque principal pour la France, quel est l'enjeu, le danger qui peut se profiler si on ne prend pas conscience de ça? Alors vous savez, j'ai été très fortement marquée étant jeune par ces images de 39-45 de l'époque nazie. Et en 2019, j'ai été à Auschwitz-Birkenau. Donc je l'ai fait seule, pris dans le cadre privé. Et quand j'ai été visiter ce mémorial, en fait, je voyais encore dans ma tête, c'était vraiment les bottes nazies, etc. Ce qui prouve aussi que même moi, on fait très vite le lien entre antisémitisme et l'extrême droite et le nazisme. Mais là, en 2021, après le 7 octobre, j'ai été en février à Auschwitz avec un groupe de femmes, Langage de femmes, et là, tout de suite, ce qui m'est apparu, c'est l'islamisme. Ce que je veux dire par là, c'est que ce qui s'est passé en 39-45 est en train de se reproduire. On extermine les Juifs. On veut, en tout cas, c'est l'idée, c'est l'extermination des Juifs, parce que c'est de ça, vraiment, dont il est question. Et je pense que pour moi, il est impératif, il est essentiel de lutter contre ça, parce que de toute façon, et on ne peut pas se dire, ça ne me concerne pas, ça ne concerne que les Juifs. D'abord, ça nous concerne parce qu'on est humain et qu'on doit défendre l'autre, quelle que soit sa religion, etc. Mais aussi parce qu'on commence avec les Juifs, et puis ça finit avec le reste. Chaque à son tour. Donc, on ne peut pas fermer les yeux pour ces différentes raisons. Parce que, voilà, à un moment donné, on sait que l'islamisme, sa volonté, c'est d'instaurer une théocratie partout dans le monde. Et il faut bien prendre conscience de ça. S'il n'y a plus de juifs, eh bien, ce sera après les chrétiens, ce sera les apostats, et ainsi de suite. Donc, si on veut sauver vraiment nos démocraties, il va falloir qu'on se serre les coudes tous et qu'on travaille tous ensemble sur ces questions-là. Oui, pour les personnes qui en douteraient, qui nous écouteraient, il y a eu d'ailleurs quelques jours après le 7 octobre un appel direct au micro d'un des fondateurs du Hamas à aller tuer, massacrer un djihad de rue pour tuer des juifs et des chrétiens là où ils sont. En Europe, là où ils sont, et à verser le sang pour la Oumma, au nom de la Oumma. Voilà. Au cas où certains en douteraient, nous pouvons trouver ces images sur Internet si vous le souhaitez. Un mot de la fin, Fadila ? Écoutez, j'ai envie de vous dire d'abord une pensée aussi pour les otages, parce qu'il faut bien garder ça en mémoire. Que évidemment, moi je suis du côté d'Israël parce que là pour l'instant le travail qu'Israël est en train de mener, c'est un combat pour nos démocraties aussi. Il ne défend pas que Israël, il défend aussi les pays en Occident, nos démocraties, et nous soyons à la hauteur aussi de ces sacrifices, parce qu'il y a des gens qui donnent aussi leur vie. Et puis, il faut avoir une pensée pour Israël, pour les combattants et pour les otages du 7 octobre. Je vous remercie beaucoup. C'était Merci passionnant. J'aurais pu encore vous poser des questions pendant des heures. D'ailleurs, je finis toujours mes éditos par une dédicace. J'ai oublié de le faire, donc je vais le faire à l'oral comme ça. Et je dédicace ce 8e épisode à tous les apostats, tous les lanceurs d'alerte dont je parlais, qui sont là à nos côtés, prennent des risques pour nous, vont dans la sphère publique pour s'exprimer et pour nous prévenir des dangers. Et voilà, je voudrais donc vraiment dédicacer ce 8e épisode à leur intention, avec toujours une pensée pour les otages, comme vous venez de le faire. Puissent-ils rentrer chez eux sains et saufs.
Je suis très heureuse de vous avoir reçu pour ce 8e épisode. Fadila, je vous remercie beaucoup du podcast Parole contre l'antisémitisme, podcast que vous pouvez écouter sur les plateformes Apple, Deezer et Spotify, et également sur le DAB+, de Radio RCJ en numérique, sur le site dans la rubrique RCJ Studio et dans les dossiers spéciaux de la rédaction. Très bonne semaine à vous.